Alors, je passe la parole à Roland Hureau pour un quart d'heure. Si vous voulez faire. Thank you, Mr. Bloom, for what you have said. I come myself from Guyana, which was under British rule during 300 years in the Middle Ages. And the better for it. Unfortunately, we have not adopted cricket, but we have adopted rugby, which is very... And, well, you may be satisfied because some countries like Zimbabwe have adopted cricket. So I think the civilization is expanding in spite of the French reluctance. Vous pouvez traduire peut-être? Oui, je traduis, je remercie M. Bloom. Je lui dis que je remercie beaucoup d'être venu, surtout. Je lui dis que moi, je viens du Sud-Ouest, et le Sud-Ouest a été sous domination anglaise pendant 3 siècles, et au Moyen-Âge, que nous n'avons pas adopté le cricket, mais nous avons adopté le rugby, ce qui est déjà, ce qui est très bien. Et il peut se consoler parce qu'il y a des pays très civilisés comme le Zimbabwe qui ont adopté le cricket. I wish we'd never taught you rugby. That I do know. Ce que je sais, c'est qu'on n'aurait jamais dû apprendre le rugby aux Français. Ça, je le sais. For sure. Et vous avez parlé beaucoup des 2 derniers conflits mondiaux. Jusqu'à une date récente, jusqu'à cette année, le 11 novembre était l'anniversaire de notre victoire commune en 1918. Je pense aujourd'hui que le 11 novembre 2011, retenez bien cette date, 11-11-11, sera, comme on dit dans la Bible, jour de colère, que ce jour-là, dies irae, dies illa, jour de deuil pour la démocratie. C'est en effet le 11 novembre 2011 que pour la première fois dans l'histoire de l'Europe civilisée à laquelle nous appartenons, nous avons vu 2 chefs de gouvernement régulièrement élus par leur peuple. On peut penser tout ce qu'on veut de M. Berlusconi, mais il émanait du suffrage universel, remplacés sur injonction du G9 et de la Commission européenne, remplacés par 2 banquiers proches de Goldman Sachs, tous les 2, et proches de la Commission européenne. Malgré, en dépit de la volonté des peuples. Et où, ironie de l'histoire, à Athènes et à Rome, qui sont les 2 villes matrices historiques de la démocratie. Athènes en tous les cas, Rome n'était qu'à moitié démocratique, mais on pourrait en parler longtemps. Alors c'est pas 666 le chiffre de la bête, c'est 11-11-11, le jour de deuil pour la démocratie. Alors la crise profonde de la démocratie que cela montre, on la voit à d'autres signes. Ce qui s'est passé en France après le référendum du 29 mai 2005, où à une large majorité, les Français ont refusé le projet de traité constitutionnel européen qui leur était proposé. Et je me souviens avec émotion que le jour de l'annonce du résultat de ce scrutin, le peuple français a été applaudi par le Parlement britannique, ce qui n'arrive tout de même pas très souvent. Néanmoins, dans les mois qui ont suivi, sous prétexte de faire un traité simplifié, le Parlement français a voté un texte qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à celui qui avait été refusé par les Français, et ce texte est aujourd'hui en application. Et on pourrait parler de l'Irlande, que l'on a fait revoter jusqu'à ce qu'elle dise oui. Hein, c'est comme dans la salle de torture, vous dites non, vous ne voulez pas dire oui, avouer, eh bien, on resserre encore jusqu'à ce que vous disiez oui. Hein, c'est à peu près ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous avons ce que les Allemands appellent la Märkisie, les rencontres très régulières de Sarkozy et de Madame Merkel
pour décider du sort de l'Europe. Croyez-vous qu'ils défendent leurs intérêts respectifs? Pas du tout. Ni l'un ni l'autre ne défend les intérêts de son pays. Et tous les deux s'entendent pour prolonger la vie de l'euro contre l'opinion très largement majoritaire et du peuple français et du peuple allemand. Cette crise est très grave. On la voit sur le terrain. On la voit sur le terrain. Cet été, j'ai fait une campagne pour le Sénat, dans la France rurale la plus profonde, le sud-ouest. C'est la Guyenne, oui, la Guyenne, le Quercy. J'ai vu 350 maires. Bon, je n'ai pas été élu. Ils étaient tous d'accord avec moi sur tous les sujets. Et tous d'accord avec nous sur tous les sujets, même ceux qui étaient communistes. Hein, et c'est un département où il fallait être fou pour se présenter, puisqu'il était aux 2 tiers à gauche, voire aux 3 quarts. Mais tous d'accord sur dès que vous abordiez des sujets de société, quels qu'ils soient, ou que vous parliez de l'euro, ou que vous parliez de la politique agricole commune, vous parliez des impôts, vous parliez du mariage homosexuel, unanimité. Et néanmoins, ils ont voté pour 2 sénateurs qui pensent plus ou moins comme eux d'ailleurs, mais qui ne diront pas. Quand ils seront à Paris, ils n'oseront pas le dire. Et ils voteront comme leur dira le parti. Et leur parti leur dira de voter exactement le contraire de ce qu'ils pensent. Alors, les peuples sont très perturbés parce qu'ils ne savent pas pourquoi. Je veux dire, quand vous êtes dans un rapport d'exploitation, je dirais de prédation, quand vous êtes un paysan au Moyen-Âge, que vous voyez des barbares qui arrivent, des soldats qui arrivent, qui vous prennent à la récolte et qui repartent pour bouffer vos cochons, vos vaches et vos moutons, au moins vous avez compris que vous s'engraisser à vos dépens. Vous n'êtes pas content, mais les choses sont claires. Aujourd'hui, ce qui arrive au peuple les perturbe d'autant plus qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent d'autant moins que beaucoup de ces dispositifs qu'on cherche à leur imposer, comme l'euro, ces dispositifs sont contre non seulement l'intérêt des dominés, mais sont contre l'intérêt des dominants aussi. Si l'euro n'existait pas, l'Europe serait beaucoup plus prospère. Les actions des sociétés européennes se porteraient mieux. Il y aurait davantage non seulement moins de chômeurs, mais probablement davantage de profits. Alors, personne ne comprend. Et on dénonce, on voit bien ce qui est dénoncé. Alors les gens dénoncent la majorité actuelle en pensant, il y en a plus beaucoup qui le pensent, que l'opposition fera mieux. Immense naïveté, hein, immense piège à con, si j'ose dire. D'autres disent que c'est le grand capitalisme mondial. C'est pas complètement faux, mais c'est pas aussi simple non plus. On dénonce l'Europe. Mais le problème n'est pas propre à l'Europe. Vous le trouvez dans une grande partie de la sphère civilisée. On dénonce les marchés. Mais si le libre jeu des marchés jouait aujourd'hui, l'euro n'existerait plus depuis longtemps. Ces gouvernements s'acharnent à essayer de maintenir une construction artificielle contre la loi du marché. Je marquerai un petit décalage avec l'orateur précédent, dont j'ai beaucoup apprécié tout ce qu'il a dit, mais la classe politique, elle est très largement un relais passif là-dedans, à part peut-être une 50aine de personnes qui la dirigent, et encore. La technocratie, c'est la même chose. Je veux dire que, je vous ai dit que ces élus, la plupart de ces élus, quand vous les avez en privé, ils vous disent qu'ils sont d'accord avec nous. Je vous donne un exemple, une réforme absurde. La France n'a pas... une des caractéristiques de la France, c'est qu'elle a 36 000 communes. Je trouve que c'est très bien, 36 000 communes. Ça prouve que c'est un vieux pays démocratique. La technocratie s'acharne depuis 20 ans pour les réduire à 360. D'ailleurs, vous avez fait la même chose en Angleterre. Ceux qui font ça, ce sont des députés qui votent avec beaucoup de réticence. Il a fallu les pousser et tirer pour avoir une courte majorité dans la dernière loi de collectivité locale qui fait avancer le processus préfet. Mais le projet est préparé par des préfets, par des technocrates. Et les technocrates en privé, ils n'y croient pas non plus. C'est ça. De même que les apparatchiks soviétiques, au début des années 80,
je pense qu'en privé, il vous aurait dit qu'il ne croyait plus au communisme. Mais en public, il tenait un discours communiste. D'ailleurs, vous avez évoqué très justement la position de M. Colombani, qui est beaucoup plus qu'un technocrate et beaucoup plus qu'un homme politique, qui est un homme infiniment plus important dans la sphère française. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense que, par exemple, dans un pays comme la France, un club comme le Siècle, où se retrouve non pas toute la politique, mais uniquement la fine fleur, non pas tous les syndicalistes, uniquement 2 ou 3 pour faire alibi, les représentants des très grands médias, pas des petits médias, des très grands médias, en réalité tout ce qui dirige la France, les dirigeants du CAC 40, les dirigeants des grandes banques, quand ils sont tous d'accord entre eux sur un sujet, et qui est souvent un préjugé, parce que ces gens-là sont très très loin de la base, beaucoup plus loin que les députés qui rentrent dans leur circonscription. Ils créent une opinion, ils créent un courant d'opinion, et ce courant d'opinion s'impose à toute la classe dirigeante, s'impose à tout l'appareil d'État. Je vous donne l'exemple des réformes pédagogiques. Les réformes pédagogiques absurdes contre lesquelles beaucoup de Français se révoltent. Bien, les députés savent bien que c'est absurde. Mais ce ne sont pas seulement les fonctionnaires d'éducation nationale. Le journal Le Monde a appuyé ces réformes et a combattu avec un rare acharnement ceux qui voulaient revenir à des méthodes traditionnelles. Ça prouve bien que... Et ce n'est pas tout le journal Le Monde, ce n'était pas le journaliste de base, c'était des instructions qui venaient de plus haut. Alors, et derrière ce club du siècle, vous avez certainement le CAC 40, vous avez certainement des clubs internationaux avec lesquels ils sont articulés, pas de manière stricte, je ne tomberai pas dans la théorie du complot, de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple. Enfin, le cercle de Bilderberg, ça existe, la trilatérale, ça existe. Il y a eu un rapport de la trilatérale il y a environ 20 ans qui disait qu'il fallait se méfier de l'excès de la démocratie, car l'excès de démocratie pouvait conduire à la négation de la démocratie. Alors, je vous rassure, depuis 15 ans que cela a été dit, les mesures correctrices ont été prises et la situation, de leur point de vue, s'est sans doute très améliorée. Alors, j'ajoute que les peuples sont d'autant plus perturbés, le peuple français mais les peuples européens, que tout cela contredit ce qui est naturel à un peuple, c'est l'instinct de vie. On pourrait en parler sur beaucoup de plans, sur le plan démographique par exemple. La manière dont le politiquement correct entreprend de détruire la famille de toutes les manières possibles et imaginables. Sur le plan de la civilisation, où sont visés tout particulièrement ceux qui voudraient défendre la civilisation européenne, une civilisation chrétienne d'abord, mais aussi une civilisation issue des Lumières et de la raison, qui est aujourd'hui victime d'une déraison ou d'assaut de forces religieuses ou pas qui veulent détruire cet esprit des Lumières. Vous avez la monnaie unique qui est une catastrophe pour l'industrie européenne, c'est-à-dire qui détruit progressivement l'industrie européenne. Ces plans de rigueur qu'on veut nous imposer et qui ne sont probablement pas nécessaires sur le plan strictement économique vont être destructeurs pour l'Europe. Mais l'Europe, c'est le premier marché mondial. Ça veut dire que la demande mondiale va être rétrécie au cœur de la sphère globale. Ça veut dire que c'est une récession mondiale que ce système fou va entraîner. Alors, on pourrait continuer comme ça. Il y a un grand mot. Il y a un grand mot pour expliquer tout ça, c'est l'idéologie. L'idéologie, c'est le projet de transformer la nature humaine, de faire un homme nouveau. On en a eu des précédents, ça s'appelait Staline, ça s'appelait Hitler. Aujourd'hui, on a une version que j'oserais appeler modérée, une version mineure, une version soft de cette idéologie, mais je dirais qu'elle est de moins en moins une version mineure et qu'elle va redevenir une version majeure, puisqu'on nous présente par exemple le moyen de sauver l'euro par une centralisation continentale du pouvoir. Qu'est-ce que c'est cette centralisation continentale du pouvoir contre le vœu des peuples? Et derrière, il y a des gens qui rêvent de l'État mondial. Hein? Jean Monnet vous écrit dans ses mémoires que l'Europe, c'est pas très important. C'est jamais qu'une première étape pour un État mondial. Alors, le fait que la démocratie sécrète, depuis le début d'ailleurs, depuis les Jacobins de 1793, de l'idéologie, une idéologie qui tend à transformer la nature humaine,
se traduit également par une théorie de l'avant-garde. C'est-à-dire quand il y a des gens qui ont un grand projet pour l'humanité, et plus ce projet est artificiel, moins les peuples le comprennent, et plus il est nécessaire qu'il y ait une avant-garde, et que cette avant-garde impose ses vues envers et contre la démocratie, si besoin est, au reste du peuple. Alors, je vous donnerai encore un autre exemple de ces gens qui se considèrent comme des avant-gardes. Bill Gates a dit qu'il était trop riche aujourd'hui, qu'il voulait consacrer son argent au bien de l'humanité parce qu'il aimait l'humanité. Il a choisi une cause, c'est l'environnement. Pour préserver l'environnement, il faut réduire la population mondiale de 7 milliards à 700 millions. Et il va payer des laboratoires de recherche pour opérer cette réduction. Alors voilà comment vous avez... Alors vous me direz que ce n'est que lui, mais cette idéologie que diffusent des gens comme Bill Gates, vous la trouvez chez les Verts, vous la trouvez chez Madame Joly, et vous la trouvez déjà au Parti Socialiste, avant de la trouver bientôt à l'UMP. Alors une autre donnée qui est liée à tout ça, c'est la grande dimension. Jean-Jacques Rousseau dit quelque chose de très juste, je crois que notre ami suisse va le comprendre. Il dit que la vraie démocratie n'est possible que dans les petites entités. Plus vous grossissez l'espace, moins la démocratie est possible. Alors, déjà, elle est beaucoup plus difficile en France qu'à Genève. Elle est plus difficile, Genève, au lieu de naissance de Jean-Jacques Rousseau, elle est plus difficile en Europe, ou presque impossible, qu'en France ou en Angleterre. Elle sera a fortiori totalement impossible dans un État mondial si jamais on y arrive. Si jamais on y arrive, mais Dieu merci, j'espère que nous n'y arriverons pas. Alors les choses ne sont pas si bien parties que ça, en effet, parce que les gens s'indignent, mais en disant qu'ils s'indignent, en réalité ils se résignent. Pour quelques-uns qui s'indignent, une immense majorité se résigne, et la résignation, je pense, n'est jamais bonne conseillère. Alors, que faire face à cette avancée d'une machine qui nous paraît inexorable? On peut faire de la guérilla, on peut faire de la dissidence, et nous faisons de la dissidence. On fait des petites opérations. Moi, je ne veux pas parler excessivement de moi, mais avec quelques amis, nous avons fait à Lyon, le 7 octobre cette année, nous avons rassemblé pour la première fois 4 économistes de très grand renom français et 4 économistes de très grand renom allemands, pour voir comment se débarrasser de l'euro. Nous n'avons pas invité des Britanniques, je m'en excuse, puisqu'ils ne sont pas dans l'euro. Mais quelques Suisses sont venus quand même, parce que Genève n'est pas loin de Lyon. Bon, cet événement a eu lieu, et nous allons nous revoir. Et ça va se savoir, même si la presse a pratiqué une terrible omerta sur cette entreprise. Hein. J'ai réussi à avoir un article dans Valeurs Actuelles, je l'ai eu parce que je l'ai écrit. Et Notre-Dame Marianne, sinon il n'y aurait pas été. Nous pouvons faire de la guérilla, mais à force de faire de la guérilla, un jour le système s'effondre, surtout qu'il est artificiel. Parce que si ces systèmes qu'on cherche à nous imposer étaient des systèmes naturels, premièrement, les peuples les accepteraient plus facilement, et deuxièmement, ce qui est naturel dure. Or, ces systèmes sont artificiels, donc ils portent à eux-mêmes leur propre destruction. Et nous avons un maillon faible aujourd'hui, incontestable, c'est l'euro. L'euro qui est le deuxième étage de la construction européenne. Vous avez un premier étage qui est à Bruxelles, vous avez un deuxième étage qui est à Francfort. Le deuxième étage est plus fragile que le premier étage. Et nous sommes aujourd'hui dans la situation où était l'Union soviétique au milieu des années 80. C'est-à-dire que ce château de cartes qui est la construction idéologique, qui paraît très puissant, parce que, vu de loin, est proche de l'effondrement. Car tous ceux qui ont réfléchi sur le modèle idéologique à partir de ce qui s'est passé à l'Union soviétique avaient prédit, et ont pu constater, nous avons pu constater, que le jour où ça s'effondre d'un coup. Hein, il y avait des tas de gens qui disaient il faut réformer le communisme, avoir un communisme à visage humain, etc. Ça n'a pas marché. Hein, il n'y a jamais eu de communisme à visage humain. Le jour où il n'y a plus eu de communisme, ça a été brutal. 1990. Ça va se passer comme ça en Europe, et peut-être pas dans 6 ans ou dans 5 ans, parce que l'euro, son état de santé ne lui permet plus de durer encore plus de 2 ans, plus de 3 ans, 2 ans, 3 ans. Les économies européennes, c'est comme les étoiles dans la théorie du Big Bang. Elles s'éloignent, chaque jour qui passe fait qu'elles s'éloignent les unes les autres, et qu'il y a moins de cohésion. Donc, ça va s'effondrer. Le problème... notre vrai problème, c'est de préparer ce qui va se passer après.
parce que on ne sait jamais, ça peut être pire. Hein. Le régime tsariste n'allait pas bien. Il s'est effondré en 1917, mais ce qui est venu après était bien pire. Alors, je prie le ciel, et surtout j'essaie d'agir, et nous devons essayer d'agir pour que ce qui va venir après l'implosion de l'euro, ce soit un véritable renouveau de la démocratie, et non pas une autre forme d'oppression du peuple. Alors, certains disent, ce système mondial tel qu'il existe aujourd'hui, c'est la fin de l'histoire, il faut l'accepter, il faut s'y résigner. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une fin de l'histoire. Et nous en aurons le témoignage dans les prochains mois, sinon les prochaines années. Merci beaucoup Roland Hérault pour ce message d'espoir, malgré les faits que certains pessimistes auraient tendance à interpréter de la mauvaise manière, semble-t-il.